Bonjour, je me présente Marie-Josée, directrice du développement stratégique chez ARS Solutions. Vous le savez, les cyberattaques sont en augmentation considérable. C'est ce qu'on avait prédit et c'est même rendu au premier rang des risques en 2020 selon les cyberassureurs, dans un article qui a été publié tout récemment, le 4 octobre dernier. Les cyberattaques n'ont pas de préférence. De plus en plus d'organisations au Québec, d'entreprises, de ministères en sont victimes. On peut nommer le Page Millwork à Rivière-du-Loup, le ministère de la Justice, le Collège Saint-Félicien, le groupe Morneau et d'autres entreprises aussi qui vivent ce phénomène-là sans nécessairement oser se dévoiler au grand public par crainte de mauvaise publicité. En juin dernier, notre président Simon Fontaine a mené un webinaire qui portait sur le phénomène des cyberattaques et qui s'adressait à des dirigeants non techniques. On a abordé les impacts, les enjeux pour les organisations, ce qu'on peut mettre en place, etc. Mais vraiment, c'est une présentation qui s'adresse à des dirigeants et non à des gens techniques. Et c'est une présentation qui a connu tellement de succès qu'on a décidé de la rediffuser. Vous allez y retrouver 4 volets. Premier volet, les plus récentes statistiques. Deuxième volet, quelles mesures mettre en place dans votre entreprise pour vous prémunir des cyberattaques? Il y a 3 incontournables à côté desquels on ne doit pas passer. Troisième volet, les fameuses rançons. Ne pas payer la rançon. Vous savez, même si vous la payez, ça ne veut pas dire que vous allez retrouver vos données, ni même la totalité de vos données parce que vous faites affaire avec des cybercriminels. Et aux États-Unis, éventuellement, ça va devenir un acte criminel de payer une rançon à un cybercriminel et passible de poursuite. Quatrième et dernier volet, les cyberassurances. Dans ce webinaire-là, on présentait une offre qu'on a décidé de reconduire jusqu'au 20 novembre. Vous allez avoir plus d'informations justement en regardant la présentation. Aussi, et on en est très fiers, ARS a été interviewé 2 fois, tout récemment par TVA et par le Journal de Québec sur les cyberattaques. Notre objectif, c'est d'aider les dirigeants à mieux comprendre le phénomène des cyberattaques et prendre les meilleures décisions pour leur entreprise. Bon visionnement. Bonjour tout le monde, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça va bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Si vous m'entendez, faites le haut dans la barre chat, dans la barre d'en bas. Donc, c'est correct? Oui. Donc, oui, merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis très content de présenter ce webinaire sur la relance économique et la cyberattaque. C'est un sujet, on s'entend, qui est populaire, la relance économique. Tout le monde veut que la relance économique se fasse au Québec. Ce n'est pas le temps de se faire enfarger par une cyberattaque. On en a assez de gérer le coronavirus. Je comprends que présentement, chaque pièce investie est faite d'une manière judicieuse. Je comprends aussi que ce n'est probablement pas le sujet le plus populaire dans les revues de direction, là, au niveau de la direction. Par contre, les cyberattaques, c'est présent au Québec. Nous, on a travaillé depuis les 4 derniers mois sur 2 cas, un entre autres à Québec, un autre à Montréal. Donc, je vais donner des 2 exemples à ce titre-là. Donc, je pense sérieusement que le sujet de la gouvernance de la sécurité doit être traité par les dirigeants, puis que, comme dirigeant, de bien comprendre le phénomène des cyberattaques, que ça va vous permettre de prendre des bonnes décisions pour votre entreprise. Donc, voici les sujets qu'on va traiter. Entre autres, comprendre le phénomène, les enjeux et évaluer les risques pour votre entreprise. Comme dirigeant, comment je dois gérer la cybersécurité, comment se préparer à réduire l'impact sur votre entreprise, quelle stratégie à mettre en place tout de suite, pourquoi les assurances en cybersécurité est la dernière chose sur laquelle vous voulez compter. C'est une question qui m'est souvent ramenée ça, en planification stratégique, surtout dans ce temps-ci. Donc, mon objectif, ça va être vraiment de démystifier tout ce qui a trait à la cyberattaque en langage simple, vous donner des informations pour que vous puissiez être en mesure d'évaluer les risques pour votre entreprise. Ce n'est pas une réunion technique, j'aime mieux le dire, il va y avoir une réunion technique, pas une réunion, mais un webinaire technique plus dans 2 à 3 semaines avec David. D'ailleurs, David, c'est mon assistant aujourd'hui. Bonjour, David. Bonjour, Simon.
J'avais des spécialistes techniques au niveau de la sécurité. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, c'est vraiment plus pour les dirigeants d'entreprise. Puis, ça va être plus, on va plus voir l'impact sur les affaires d'entreprise. Puis, à la fin, il va y avoir une offre parce qu'on ne parle pas seulement de problèmes, mais on va parler de solutions aussi. On est quand même RS Solutions. Donc, il va y avoir une offre pour les gens qui sont intéressés à la fin. Donc, je me présente, Simon Fontaine, pour ceux qui ne me connaissent pas, président d'ARS Solutions. Je suis fondateur de l'entreprise. Je suis descendant d'une famille d'entrepreneurs. Mon père est un entrepreneur. Son père est un entrepreneur, puis le père de mon grand-père est un entrepreneur. Donc, je me considère plus comme un entrepreneur. C'est dans mon ADN. Pour moi, la technologie, c'est vraiment, ça sert à faire croître l'entreprise. Bien utilisé, ça permet d'amener une meilleure efficacité au niveau de l'entreprise puis amener un meilleur produit à nos clients. J'aime beaucoup relever des défis. Pour moi, régler des problèmes complexes, j'aime ça beaucoup. Faire la différence chez nos clients, leur apporter une vision technologique pour les aider à avoir du succès en entreprise, ça me motive, ça m'inspire beaucoup. Donc, c'est moi. C'est le lien avec ta photo, Simon, c'était quoi? C'est vraiment une question, ça. Je n'étais pas préparé à ça, mais donc le lien avec la photo, ben, probablement c'est le descendant d'une famille d'entrepreneurs. J'ai besoin de démontrer que je suis capable de continuer dans la lignée de ma famille, disons. OK. Ça répond bien à la question, David? Oui, absolument. Merci. Voici qui est ARS Solutions, 500 000 interventions en entreprise depuis 30 ans. Beaucoup d'expérience en gestion de crise. Ce n'est pas ce qu'on préfère. On préfère plus mettre en place des outils proactifs, mais beaucoup d'expérience là-dedans au niveau de la sécurité, support d'infrastructure. Notre approche veut être avant tout rendre performant et efficace les technologies, puis reconnu pour la planification stratégique dans le sens de comprendre au départ le modèle d'affaires, puis de proposer les technologies en fonction des objectifs d'affaires de l'entreprise, puis de garantir la solution pour qu'elle tienne la route. Je vais commencer en dressant un portrait un peu de ce que ça a l'air, les logiciels disponibles, les logiciels malveillants qui sont présentement sur Internet. Si on regarde à droite sur le graphique, en 2009, il y avait 12 millions de logiciels malveillants sur Internet. En 2018, c'est 812 millions. Je n'ai pas un graphique plus récent que ça. On peut extrapoler, c'est une exponentielle, on peut extrapoler, c'est pas loin de 950 millions de logiciels malveillants sur Internet. Donc, ça donne une idée sur à peu près avec quoi qu'on se bat tous les jours. Puis, le phénomène un peu des logiciels malveillants sur Internet. Nous, ce qui va nous intéresser, moi, j'ai choisi de prendre plus une catégorie qui est vraiment les rançongiciels, donc ce qu'on appelle les crypto-lockers, les logiciels malveillants pour lesquels on a à payer des rançons. Donc, ça va être plus une partie de ces statistiques-là qu'on va traiter tantôt. Donc, 97% des entreprises qui ont déjà vécu une panne suite à une cyberattaque ont eu beaucoup de problèmes à se relever, donc plusieurs semaines. Nous, dans les deux cas que j'ai parlé au début, ça a pris entre 2 et 3 semaines à remonter l'environnement informatique. On avait une équipe de 3 personnes à Québec, puis on était 8 à Montréal pour remonter l'environnement aussi. Donc, on parle de beaucoup d'heures, beaucoup de temps à mettre. C'est certain que 97% des PME qui ont vécu une panne, c'est soit plusieurs semaines ou, à ce moment-là, c'est des entreprises qui s'en remettent jamais. 30% aussi des entreprises qui ont vécu une cyberattaque en revivent une deuxième en dedans de 2 ans. Et puis, 24% des personnes qui ont fait le sondage ont dit qu'ils ont perdu des clients. Donc, comme j'expliquais, on va prendre plus la partie rançongiciel qui est j'appelle ça, moi, des crypto-lockers. Donc, c'est une business qui est en croissance de 7,5 milliards de dollars en 8 mois seulement aux États-Unis, de août à mars 2020. Donc, c'est quand même assez récent. On
on parle ici au Québec, à chaque attaque, les 2 dernières qu'on a vues, c'est des rançons à peu près de 500 000 $ qu'on demande, en moyenne. Je vais expliquer un petit peu c'est quoi un rançon logiciel. Donc, c'est un virus qui attaque l'ensemble du réseau, qui vise principalement, surtout lui il y en a un dernier qui est sorti en décembre, ce rançon logiciel-là, de décembre 2019, il attaque directement les copies de sauvegarde, ce qui est différent des autres sortes de virus qu'on avait vus dans le passé. Donc, c'est très récent. Ce virus-là, il est apparu il y a peut-être une douzaine de mois, 16 mois. Depuis ce temps-là, il y a 4 versions différentes. La version la plus dangereuse, la plus redoutée, c'est elle qui est arrivée en décembre. Donc, ce que ça fait, c'est que ça encrypte les données. Donc, ça encapsule, je pense que le beau mot, c'est encapsuler l'information. Ça garde l'entreprise en otage. Donc, il y a une demande, il y a une rançon qui est demandée pour justement vous donner le code pour libérer l'information pour être capable de récupérer vos informations. Donc, on parle d'être arrêté pendant plusieurs jours, comme je disais. C'est la panique, c'est le stress, les gens ne savent pas quoi faire. En fait, on improvise. On va voir tantôt qu'il ne faut pas improviser parce que quand on est victime d'une attaque de rançon logicielle, il faut vraiment des étapes à établir. Puis, si on ne suit pas les bonnes étapes, on empire la situation. Donc, suite à ces 2 cas d'attaque récemment, nous, on a vu à revoir au complet tout notre système de prise de copie de sécurité parce que présentement, ce qui est sur le marché comme solution de copie de sécurité ne fonctionne pas. Ce logiciel-là vraiment s'attaque, qu'on soit dans le cloud ou qu'on soit que l'équipement soit directement dans vos locaux. Il n'y a pas de différence. Le logiciel part horizontalement, verticalement sur le réseau, puis il attaque directement les copies de sauvegarde, les encapsule, puis à ce moment-là, l'entreprise est arrêtée. Personne n'est à l'abri, ça, j'entends souvent ça. Je suis une petite entreprise, puis je ne peux pas être victime. Non, personne n'est à l'abri parce que tout le monde est une cible. Les hackers, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des attaques de masse. Donc, ils sortent un logiciel malveillant, ils font un lancement sur Internet, puis souvent, c'est les entreprises qui sont qui sont les plus vulnérables, c'est les entreprises les plus petites, parce qu'au départ, eux autres s'attendent à ce qu'ils ne soient pas victimes, mais finalement, c'est des cibles de choix parce qu'ils ne mettent pas en place ce qu'il faut. Donc, ce n'est pas normal qu'une situation de virus soit capable de fermer une entreprise ou du moins de l'arrêter pendant plusieurs semaines. Il y a des solutions, c'est ce qu'on va voir. Donc, une question qui m'est souvent demandée, est-ce qu'on paie la rançon? La réponse, c'est non. Le FBI dit que, entre autres, qu'on amplifie le problème. C'est un peu comme si je vais à la pêche, puis j'ai un bon spot, puis j'ai un bon lac, puis je fais toute ma pêche dans une journée. Le lendemain, c'est sûr que je vais y retourner, puis je vais probablement envoyer tous mes amis pêcher à la même place. Donc, si vous êtes une victime, c'est un peu ce qui va arriver. Vous êtes ciblé. Votre information va se retrouver dans le dark web. Le dark web étant la partie cachée du web. Ça prend un logiciel spécial pour aller dans le dark web. Puis à partir de là, on peut avoir accès à toutes sortes d'informations. On peut avoir accès à des armes, acheter des armes. Il y a de la drogue aussi. Puis c'est dans cette partie-là du web que vos informations vont se retrouver. Donc, le FBI dit de ne pas payer parce qu'on amplifie le problème. Puis aussi, tantôt, on donnait des statistiques de 30 % de chances que si vous êtes victime d'une deuxième attaque en 2 ans, vous allez être une victime encore parce que cette information-là est revendue sur le dark web. Puis, ce n'est pas une personne qui va acheter cette information, ça va peut-être une cinquantaine, une centaine de personnes. Donc, puis c'est vendu pour des bouchées de pain. Il y a beaucoup de développement présentement au niveau des virus. On l'a vu tantôt par rapport à la courbe. Donc, les hackers ont toujours un peu de longueur d'avance sur nous autres. C'est certain qu'ils ont 7,5 milliards de dollars à dépenser. Pratiquement pas de dépenses. On va voir un petit peu plus loin qu'il s'agit d'un clic.
on parle d'un courriel qui est envoyé, parce qu'à ce moment-là, on clique sur le mauvais courriel, puis le virus infecte au complet l'ensemble du réseau. Est-ce qu'on doit réclamer des assurances? La réponse, c'est, bon, une assurance, c'est pas mauvais, mais je veux dire, quand on est rendu à aller utiliser l'assurance garantit qu'elle va payer un montant pour récupérer les données. Il n'y a rien qui garantit que les données, vous allez les avoir. Vous faites affaire avec des bandits, des truands. Puis, dans plusieurs cas, on a vu soit que les données ne sont pas complètes ou soit que la personne disparaît puis vous n'avez pas vraiment vos données. Donc, c'est la seule chose que les assurances garantissent, c'est qu'ils vont vous assister parce que quand même, quand on rentre dans un processus de rançon, il y a des étapes aussi à suivre. On passe, c'est payé en bitcoins. Donc, ça ne se fait pas n'importe comment non plus, mais on a peu de chances de récupérer nos données. Donc, la meilleure solution, c'est de se préparer et de ne pas vivre justement une cyberattaque. Quand j'ai commencé en informatique, on travaillait, en tout cas, les téléphones à roulettes, c'était le temps des téléphones à roulettes. Au moins, ils étaient en couleur quand j'ai commencé. Aujourd'hui, c'est des smartphones, donc c'est des ordinateurs intelligents de poche. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de fil de connecté sur le réseau qu'il n'y a pas un lien. Donc, par le Wi-Fi, il y a toujours une connexion. Puis, avec la synchronisation des smartphones, automatiquement, s'il y a de quoi qui est infecté sur votre smartphone, à ce moment-là, il vient infecter le réseau complet. Donc, ça devient des sources encore plus importantes, puis disons, des vecteurs d'attaque qui sont à surveiller. Donc, ça a changé, on n'est plus au téléphone à roulette. Ce qui était encore là il y a 3 à 5 ans quand on disait que l'informatique, du moment qu'on a un bon antivirus, qu'on a des backups, pas nécessairement les derniers backups, mais qu'on a des backups, qu'on a un pare-feu, qu'on fait les mises à jour, qu'on est correct. Aujourd'hui, ce n'est pas la note de passage. Donc, ça ne donne pas la note de passage. On est dans une autre catégorie. Ça prend des gens spécialisés en sécurité. C'est des gens qui ont beaucoup de terrain, qui ont beaucoup d'expérience de vécu. Si on prend, entre autres, comme j'expliquais tantôt, le virus qui s'appelle Ryuk, en passant, Ryu, la dernière version, je veux dire, nous, on a eu à changer complètement tout notre setup au niveau des backups. On a informé nos clients, puis on a eu à former aussi nos employés pour dire, voici ce qu'il faut faire. On ne peut pas faire ça n'importe comment. L'information aujourd'hui, juste pour expliquer rapidement, l'information aujourd'hui est placée dans une voûte. Puis, ça prend deux personnes qui s'authentifient pour sortir l'information de la voûte. Puis, ça prend 24 heures aussi pour être capable de récupérer nos données. Puis, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'une des techniques, c'est qu'on ramène l'information sur un réseau qui est indépendant, complètement isolé de lui qui est infecté. Puis, une fois qu'on a remonté l'environnement, on peut faire le transfert. Donc, c'est vraiment pas n'importe comment qu'on peut faire ça. Puis, même si on donne la recette à quelqu'un pour faire les backups, il y a une chance sur deux que la configuration ne soit pas bien faite. Donc, c'est vraiment une spécialité, c'est rendu une spécialité de la sécurité depuis au moins 3 ans. Aussi, une chose qui est importante de savoir, c'est que les entreprises comme ARS, qui sont des fournisseurs de services, sont rendus des sites de choix. La raison est simple, c'est que nous, on a accès à une panoplie de clients. À ce moment-là, en infectant des compagnies comme nous autres, eux ont accès à ces clients-là, puis ils peuvent aller chercher directement crypto-locker tous ces clients-là. Donc, c'est important que si vous avez un fournisseur informatique qui soit alerte, par exemple, nous autres, depuis décembre, on a peut-être mis une centaine d'heures en sécurité ici pour être certain que tout était correct, puis qu'on avait un contrôle sur la sécurité. C'est important au niveau de votre fournisseur, s'il ne vous informe pas, s'il ne vous donne pas d'informations, s'il n'est pas alerte de ce côté-là, à ce moment-là, peut-être y poser des questions, voir quelles mesures il prend pour suivre la tendance. Les faits,
On s'entend que les TI sont de plus en plus critiques pour les entreprises. D'être arrêté 2 semaines ou de fermer une entreprise, ça coûte vraiment cher. Les scénarios sont toujours pareils. Attaque égale crise, dans le sens que je n'ai jamais vu une entreprise qui a eu une attaque de virus qui a dit « Simon, tu peux prendre ton temps, tu peux prendre 2-3 semaines, c'est pas important l'information, on va la ressaisir, tout ça. » Non, c'est vraiment la panique. Puis, c'est toujours pareil. On pensait qu'on avait en place, puis on pensait qu'on était correct. Puis on est encore plus à risque présentement avec le travail à distance parce que les gens sont distraits. Souvent, les gens travaillent avec leur ordinateur de maison. Puis, comme je disais tantôt, il s'agit d'un clic. Puis, à ce moment-là, on est infecté. Un sujet qui est très important, je n'ai parlé un peu dans l'introduction, la gouvernance de la sécurité doit revenir à la direction. C'est sûr que c'est encore trop laissé au département informatique. Le département informatique, il faut qu'il y ait une ligne de conduite, puis la ligne de conduite doit venir directement des dirigeants. Donc, c'est à vous, en tant que dirigeant, de dire voici ce qu'on s'attend au niveau de la sécurité dans l'entreprise, puis à ce moment-là, de faire des vérifications, de demander des rapports pour dire, bon, est-ce que ça a été mis en place, puis est-ce que l'entreprise est sécuritaire? Si je prends, par exemple, seulement le cas de Desjardins, je pense que c'est un bon cas, où les dirigeants d'entreprise ont transféré l'information à l'informatique ou à la comptabilité, sont présentement en enquête, on va le voir plus tard. Je veux dire, les problèmes que ça l'amène, c'est mauvaise réputation, perte de clients comme on a vu tantôt, puis c'est anormal que la direction ne soit pas au courant ou du moins n'ait pas un œil là-dessus. En 2008 aussi, l'HEC sortait un rapport qui disait que la gouvernance de la sécurité de l'information doit revenir aux dirigeants de l'entreprise. Donc, ça date quand même de 12 ans. Quoi faire à ce moment-là? Donc, il y a 2 stratégies. La première stratégie, c'est d'avoir une culture forte, ce qu'on parle un peu depuis le début en cybersécurité. Je vais l'éclater un petit peu plus. Puis, les 3 incontournables, c'est les 3 services que nous, on a vu qu'il faut mettre en place aujourd'hui. Dans 6 mois, ça va être probablement différent. On va voir, il s'agit encore là, c'est quoi qui bouge. Il faut être très alerte. Donc, je vais parler des 3 incontournables qui vont pouvoir empêcher, ou du moins aider à vous à se battre contre les hackers. Donc, c'est quoi une culture forte? Je vous ramènerai au graphique. 50% des risques d'attaque viennent de la culture. Donc, c'est certain que si la direction n'est pas impliquée au niveau de la sécurité, s'il y a une nonchalance côté de la sécurité où il n'y a pas d'intérêt, on ne peut pas demander aux employés de l'avoir. Je veux dire, ils vont suivre la vague, puis ils vont continuer dans ce sens-là. 30%, c'est le comportement humain. Donc, on va parler tantôt de formation au niveau des employés. Puis, 20%, c'est la technologie. On a tendance à penser que c'est beaucoup la technologie, mais c'est beaucoup plus la culture d'entreprise. Par contre, au niveau de la technologie, étant donné que c'est facile à partir d'un clic, qu'il y a beaucoup de failles aussi à exploiter au niveau des logiciels, présentement, que ce soit Microsoft, que ce soit toutes les mises à jour qu'on doit faire. Donc, c'est très facile d'exploiter une faille puis de faire en sorte que le hacker soit capable de rentrer sur votre réseau. Donc, d'avoir une mentalité de la direction, d'établir un plan de match, puis de mettre en place des outils qui vont aider le département, du moins de donner une directive au département TI pour mettre en place ces outils-là. Donc, il y a 2 angles à voir. Premier angle défensif, c'est d'avoir des outils, exemple, les copies de sauvegarde revisées selon les dernières tendances, de la cybersurveillance, etc., etc. Deuxième, au niveau défensif, c'est de la gestion de sécurité. Donc, la direction doit demander des rapports, présenter ça dans les comités de direction, puis traiter la sécurité à ce niveau-là.
Dans l'angle offensif, c'est plus au niveau des tests des audits, ce qu'on appelle les tests de pénétration ou tests de vulnérabilité. Donc, c'est des programmes de phishing, entre autres des audits de sécurité de l'externe et de l'interne. Les trois incontournables. Le premier qui est le mal-aimé, je l'appelle le mal-aimé parce que c'est les données. Les données, c'est une mine d'or. Les hackers l'ont compris. 97% des audits qu'on fait ne passent pas les tests. Il y a toujours de quoi qui ne va pas dans les backups, que ce soit une base de données qui est oubliée, que ce soit des données incomplètes ou tout simplement les backups n'ont pas fonctionné. Les processus de backup, je le dis, c'est un processus, ce n'est pas un produit. Souvent, on me parle d'un produit, j'ai Veeam par exemple, mais ce n'est pas un produit. C'est un processus. Quand je parle de processus, c'est à tous les jours, les backups doivent être vérifiés. Nous, on a quelqu'un qui est à temps plein qui fait ça. Puis régulièrement, il doit ajuster pour s'assurer que les backups sont bons. C'est un audit aussi aux 6 mois. Tous les 6 mois, on doit reviser. Par exemple, on parlait tantôt du CryptoLocker qui a fait en sorte qu'on a changé complètement la manière qu'on fonctionne présentement. Donc, ça aussi est à faire. On doit aussi former les gens, informer les gens des nouvelles tendances. Donc, c'est un processus, ce n'est pas un produit. 95% des solutions de sauvegarde présentement sur le marché ne passent pas le test du CryptoLocker de Ryu que j'ai parlé tantôt. Le deuxième, c'est la cybersurveillance, votre meilleur ami. Votre meilleur ami, ce n'est pas votre chance, c'est vraiment la cybersurveillance. Puis la raison, c'est que c'est 169 jours avant qu'un intrus soit détecté sur votre réseau. Donc, ce que la personne fait pendant 169 jours, c'est qu'il prend l'information, il la revend sur le dark web, comme j'expliquais tantôt. Donc, ça prend des outils. La cybersurveillance permet d'avoir une vision 360 sur le réseau. Donc, encore là, ça prend une spécialité, ça prend de la formation. On ne peut pas s'improviser du jour au lendemain qu'on fait de la surveillance. Ce n'est pas parce qu'on faisait, par exemple, de la téléphonie il y a 2 ans qu'aujourd'hui qu'on fait de la surveillance. Ça prend de l'expérience en réseautique, puis des outils. La cybersurveillance, les 4 principaux bénéfices, ça vaut la peine de les éclater. Donc, un outil de contrôle financier, au départ, ce que ça permet de faire, c'est vraiment détecter les logiciels malveillants. Donc, on ne veut pas avoir une attaque, c'est ce que je parlais tantôt, se préparer. Donc, ça permet de voir qu'il y a un comportement qui se passe sur le réseau puis qui est anormal. Aujourd'hui, avec les nouveaux outils de surveillance, on est capable, avec l'intelligence artificielle, de détecter, le système détecte, voir est-ce que c'est un comportement normal, c'est quelqu'un d'externe qui vient sur le réseau, on est capable de voir ça, même si c'est quelqu'un d'interne. C'est quelqu'un d'interne, par exemple, comme Desjardins, s'il y avait eu l'outil de cybersurveillance, il aurait détecté d'avance qu'on sortait l'information puis que tout le monde pigeait là-dedans. Donc, c'est un outil qui est indispensable aujourd'hui. Ça permet de voir le transfert de données, ça permet de la destruction aussi d'informations. J'ai des clients qui ont vécu de la destruction d'informations. C'est des employés qui ont parti, puis ça a permis d'être capable d'avoir des informations légales à ce moment-là. Ça permet de voir aussi une mauvaise configuration de la sécurité. C'est un outil de détection aussi, une mauvaise configuration. Puis aussi, ça donne des rapports sur la productivité. On est capable de voir est-ce que surtout avec le travail, avec le télétravail, on nous a demandé, bon, est-ce qu'il y a moyen de savoir la personne se connecte à quelle heure? Est-ce que la personne travaille vraiment? Bien, si elle se fait griller puis, ou est en train de s'entraîner. Donc, ça permet de voir, on peut produire des rapports, on peut sortir, par exemple, de telle heure à telle heure, la personne est allée dans tel fichier, a consulté tel répertoire, etc. Soutien légal, ben, c'est toute la capture des fichiers à des fins légales. Historique de permission des droits. Donc, c'est qui a les droits? Est-ce que la personne, disons que le directeur informatique est parti, l'administrateur réseau est en place, puis là, on s'aperçoit que tout d'un coup, que lui a accès aux fichiers de paye, etc.
Donc, est-ce que c'est autorisé par la direction? Est-ce que, si c'est le cas, il n'y a pas de problème, mais si ce n'est pas le cas, ce qui est déjà arrivé, c'est des situations qu'on a déjà vécues, à ce moment-là, il faut que la direction soit au courant. Assistance au RH en cas de litige, avec la capture de fichiers puis de l'information, ça permet des fois d'avoir une discussion différente avec la personne concernée, avoir un meilleur contrôle aussi sur l'utilisation du réseau. Si les gens vont sur Internet visionner ça peut être des vidéos qui ne sont pas permises, etc., ou même de copier des vidéos, ça permet de le détecter. Le quatrième, support à la conformité. Donc là, on parle vraiment de la collecte de données à des fins d'analyse, CTPAT entre autres, donc la génération des rapports de conformité est rendue automatisée à ce moment-là. Le dernier, qui est le redoutable, c'est vraiment le phishing, c'est un seul clic. Le phishing, pourquoi c'est redoutable? C'est parce que, premièrement, c'est très efficace. C'est peu coûteux. Ça ne coûte rien faire un courriel. C'est facile à faire aussi. C'est très payant. Le retour sur investissement est énorme. Je ne connais pas de compagnie qui fait 7,5 milliards avec peu de dépenses à partir d'un clic. C'est sûr que les crypto-lockers, ce n'est pas seulement par le phishing, mais disons qu'ils rentrent beaucoup par le phishing. Puis ça change tout le temps. Les phishing, c'est d'un mois à l'autre, c'est jamais la même sorte d'attaque. Bon, il y a eu celle-là qui est le plus connue, c'est le courriel du président. Nous, on l'a vécu il y a à peu près un mois. Il y a une personne qui est partie en congé de maternité. La personne qui la remplace reçoit un courriel d'un de mes clients. Il y a un fichier attaché. La personne a allumé, notre employé a s'allumé, puis c'était la première semaine qu'elle travaillait, s'allumer pour demander est-ce que c'est bon de cliquer là-dessus? Puis David a eu à analyser ce fichier-là, puis on s'est aperçu que c'était vraiment un fichier de crypto-locker, donc l'entreprise aurait été crypto-lockée. Donc, on parle d'un programme de formation, c'est des tests, c'est de la formation. À tous les mois, il faut envoyer de l'information, former les gens. C'est pas long, c'est une capsule à peu près de 10-15 minutes qui explique un peu quel genre de courriel que vous êtes enclin de recevoir. Donc, en résumé, tout le monde s'entend qu'il faut repartir l'économique. C'est sûr, le Québec en a besoin. On en parle à tous les jours dans les médias. On veut avoir la paix d'esprit par rapport à ça. On ne veut pas vivre une cyberattaque. C'est un business de 7,5 milliards, ça n'arrêtera pas. C'est trop rentable. Ce n'est pas normal non plus qu'une cyberattaque affecte votre entreprise. Il y a des moyens pour ça. Les 3 moyens qui sont en place, qui sont aujourd'hui à mettre rapidement, c'est de revalider vos systèmes de backup, s'assurer que vous avez vraiment la bonne sorte de backup, parce que c'est une crise inévitable. Ça fait 30 ans que j'en parle, puis encore là, je le vois tous les jours. La cybersurveillance, c'est votre meilleur ami, 169 jours pour détecter une intrusion. Ça prend des gens compétents. Je compare un peu ça avec un radiologue. C'est sûr que la personne, elle peut avoir un cours universitaire. La personne, elle peut aussi avoir 20 ans d'expérience. Elle peut être compétente. Mais ça va faire la différence entre une personne qui est compétente, qui a de l'expérience, qui va détecter la petite photo qui indique que c'est une région qui est cancéreuse. Bien, c'est la même chose avec la cybersurveillance. Il s'agit de voir un comportement qui n'est pas normal, une série d'événements qui fait que, oups, là, on sait qu'on tombe sur un pied d'alerte, puis là, on met en place tout de suite qu'est-ce qu'il faut pour freiner ça, avant que ça rentre à l'interne. Le programme de phishing, c'est un clic. Il n'y a rien d'autre à dire. L'offre, donc, c'est Cyber 3 pour les trois services qu'on parlait. L'offre prix régulier, c'est 1 775 pour la cybersurveillance et le programme de phishing. On n'a pas mis dans l'offre les backups parce que c'est difficile de faire une offre à partir de si les gens ont 5 TB de données ou 50 ou 100 TB. Donc, c'est très difficile de faire une offre qui est facile. Donc, le prix 1775, c'est pour le système de monitoring, la cybersurveillance et le programme de phishing. Les 5 premiers clients ils vont bénéficier, qui nous écrivent
je vais expliquer tantôt comment faire. C'est 1 420$ par mois. Donc, de jour de passe, c'est un escompte de 355$. On donne là-dessus un bonus du scan du dark web que j'ai parlé tantôt. Quand vos informations, soit les credentials, qui sont les identifiants mots de passe, se retrouvent sur le dark web, il y a moyen, avec un scan du dark web, de dire oui, effectivement, votre information, les informations privées de l'entreprise sont présentement sur le dark web, on vous en informe, puis on vous dit changez vos mots de passe parce qu'à ce moment-là, vous devenez plus à risque. Donc, c'est un montant qu'on donne en bonus de 125$ par mois. Donc, si on fait la somme des deux, 355 plus 125, ça donne 480. C'est un montant de 5 760. Je pense que c'est un bon escompte par rapport à le prix de départ qui est de 1 775, puis qu'on aura à payer seulement 1 420 avec tous les services. La date limite, c'est le 1er juillet. C'est sans risque aussi parce que si on ne vous démontre pas durant l'année que le programme ne vous a pas aidé ou du moins n'a pas détecté des choses, à ce moment-là, vous êtes remboursé. Pour ceux qui ont déjà le service, il s'agira de nous appeler à ce moment-là, on verra quel service que vous avez. Est-ce que c'est le phishing, c'est le dark web, puis on va sûrement s'entendre. Comment faire? C'est, vous écrivez à Marie-Josée Galarno au 418-872-4744, extension 233. Puis vous dites oui, je veux qu'on m'appelle pour l'offre Cyber 3 2020 ou nous écrire info@ars-solution.ca. Prochain webinaire le 23 juin. Et puis, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? À date, j'en ai une. Il va probablement rentrer d'autres. En fait, c'est plus un commentaire. On a reçu comme de quoi la sécurité, c'est une gestion de risque. On s'entend que pour un gestionnaire d'entreprise, on a composé avec d'autres problèmes et d'autres menaces aussi. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Bien, c'est sûr que moi aussi, en tant qu'entrepreneur, j'ai le même problème. Je pense qu'avec le webinaire, ça va aider aussi à comprendre un peu plus dans c'est quoi les cyberattaques, c'est quoi la portée de ça pour son entreprise. La suite, ça va être vraiment une décision de la direction. C'est à discuter en revue de direction, puis à ce moment-là, de prendre la meilleure décision pour son entreprise. Puis, on va faire aussi, le vidéo va virer en boucle pendant un certain temps. Donc, ceux qui veulent le réécouter, soit en communauté, à ce moment-là, il va être disponible. OK. J'en ai un autre ici. J'ai embauché un directeur des TI et j'ai un vice-président qui était assigné à ça. C'est sa responsabilité, je n'ai pas à m'en occuper. Oui, ça, j'entends ça souvent. En fait, comme je disais tantôt, c'est vraiment à la direction de donner l'orientation par rapport à la sécurité. S'il n'y a pas d'orientation, la sécurité va être faite comme le département informatique pense le faire. Par contre, si je reviens encore avec la décision des jardins, moi, je trouve qu'il y a une négligence à ce niveau-là parce que de dire qu'on n'était pas au courant, quand un rapport de HEC en 2008 dit que la direction doit être au courant de ces choses-là, ben, on n'est plus à cette époque-là. Là. Oui, oui, j'ai un directeur informatique puis ou un VP informatique, puis c'est important que cette personne-là suive les consignes, mais il y a quand même une direction à donner, puis une orientation qui est différente d'une entreprise à l'autre. Puis si, je comprends aussi que c'est un langage l'informatique, c'est un langage, ça change beaucoup, etc. C'est compliqué. Je dirais juste, faites-vous aider, demandez conseil. On est là, nous autres, pour vous aider puis vous assister à savoir quoi mettre en place, justement, par rapport d'une compagnie à l'autre. J'en ai un autre ici. On s'est fait partiellement crypto-locker, mais j'ai récupéré mes données, donc je suis correct. Oui. Oui puis non, parce que tantôt, j'expliquais qu'une fois crypto-locké, l'information se retrouve sur le dark web. Donc, ce que ça fait, c'est que vous donnez une cible de choix. Parce que l'information est vendue une fois, deux fois. On l'a vu encore avec Desjardins. L'information est revendue plusieurs fois. Il y a des gens, même après plusieurs mois sont affectés par cette cyberattaque-là. Donc, c'est
pas parce que j'ai récupéré mes données, puis on parlait tantôt aussi que 30% des chances que si vous avez subi une cyberattaque, que vous ayez une deuxième attaque en dans 2 ans. Donc, non, la meilleure protection, c'est vraiment de se préparer, de ne pas vivre non plus. Tu sais, les deux compagnies qu'on a eu à supporter pendant leur cyberattaque, c'est plusieurs semaines, là, 2 à 3 semaines d'arrêt complètement. Puis une des compagnies, entre autres, qui n'était même pas sûre de repartir, là. C'était même aller jusqu'à la dernière semaine, c'est qu'on n'était pas capable de récupérer les données. Donc, puis ils ont récupéré partiellement l'information, donc ça va prendre plusieurs mois avant que l'entreprise se remette comme elle était avant. J'en ai une dernière ici. Je sais que tu en as parlé au début du webinaire, mais si tu peux juste revenir un peu sur j'ai déjà une compagnie qui s'occupe de mon informatique, donc je devrais être correct encore. Ben, oui, ça dépend. Il faut, comme je disais tantôt, c'est une spécialité, la sécurité. Donc, il faut que si vous n'entendez pas parler de sécurité par votre compagnie d'informatique, il y a un problème parce que c'est un enjeu qui est important. C'est sûr qu'aujourd'hui, nous autres, d'avoir lancé un webinaire là-dessus, les gens ont eu quand même une bonne réception. Les gens sont plus concernés par le coronavirus. Donc, on sait qu'on est un peu encore l'aiguille dans le pied là, avec les cyberattaques. Puis c'est un peu l'introduction que je parlais, c'est peut-être pas le sujet le plus populaire en revue de direction. Par contre, c'est important. Puis si votre compagnie qui vous supporte n'en parle pas, ben, c'est probablement qu'ils sont loin de là. Fait que c'est à vous à ce moment-là de prendre des décisions. Est-ce que vous voulez impartir cette section-là de l'informatique? Est-ce que c'est à vous de décider à ce moment-là, mais la sécurité, c'est vraiment un enjeu, je peux vous le dire. Pour l'avoir vécu, nous autres ici, à partir d'un clic, c'est certain qu'on n'a pas été crypto-lockés. Les gens ont été assez alertes. David l'a détecté aussi à partir de l'outil de surveillance, mais même si on avait été crypto-locké, ça aurait pris au moins 2-3 jours de remonter l'entreprise. Puis on ne veut pas ça, là. Il faut se tenir au courant parce que ça change. Ce n'est pas vrai ce qui était en 2019, au mois d'août, quand le premier crypto-locker de 2019, il y a eu 4 versions depuis ce temps-là, mais quand il y a eu l'attaque de Rio à ce moment, dans les premières attaques, bien à ce moment-là, c'était nouveau. Donc, il faut se tenir à date. Puis, il faut savoir aussi, quand ça arrive, comment faire. On ne peut pas improviser là-dedans. Donc, ça reste c'est une décision d'entreprise. OK, ça fait le tour présentement. Je n'ai pas d'autres questions. Donc, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions par la suite, vous pouvez nous écrire ou nous appeler, ça va nous faire plaisir. Puis, je suis très content d'avoir participé à ce webinaire-là. Bonne journée. Bonne journée tout le monde.